Bien, nous allons à présent commencer. Bonjour et bienvenue. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Mon nom est Andrea Zotinka et je suis responsable de Healthcare Without Harm Europe. Et aujourd'hui, j'animerai cette session. Nous souhaitions organiser cet événement à propos de ce sujet, car nous avons besoin que les professionnels de la santé puissent partager leurs connaissances, que ces connaissances soient disponibles. Et à leur tour, ils pourraient relayer le message dans leur propre communauté et veiller à ce que les patients les plus vulnérables soient protégés. Et donc, merci infiniment d'être des nôtres. Je sais que vous êtes très occupés, donc merci infiniment. Nous souhaitions partager quelques témoignages qui pourrait vous inspirer, vous motiver euh, à agir. Nous avons organisé un webinaire la semaine dernière sur l'impact des plastiques sur la santé en général et comment réduire cet impact. Et les deux sessions étant enregistrées, elles seront disponibles dans les semaines à venir. Donc, adressez-vous à notre site web pour cela. Et pour les infirmiers ou infirmières qui nous rejoignent aujourd'hui, nous avons des crédits de formation continue disponibles pour les infirmiers et infirmières participant à ces webinaires, celui-ci et celui de la semaine dernière. Et si vous avez besoin de ces crédits, contactez-nous et nous vous enverrons ces crédits. Quelques mots sur nous. Donc, nous sommes Healthcare Without Harm Europe, soins de la santé sans préjudice Europe, et nous travaillons afin que le secteur de la santé soit plus durable. Et nous avons un réseau de milliers d'hôpitaux et de dirigeants et de professionnels dans toute l'Europe et du monde, en fait. Si vous souhaitez vous impliquer et participer davantage à nos efforts, tout d'abord, je demanderai à David de débrancher votre microphone, s'il vous plaît, car on vous entend. Malheureusement, il y a une interférence au niveau du son. Donc, nous avons nos réseaux d'action. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez y adhérer. Nous avons les hôpitaux mondiaux verts et sains pour les organisations, mais aussi un réseau de dirigeants de la santé durable. Euh, Vous pouvez adhérer à ces réseaux puisqu'ils sont gratuits. Et ici, vous avez une idée de la répartition géographique de nos membres en Europe. Nous avons 146 membres dans 25 pays, dans toute la région Europe. Mais bien sûr, nous sommes présents ailleurs dans le monde. Et voici où sont nos infirmiers et infirmières champions du climat en Europe. Et si vous venez par exemple des PECO ou d'ailleurs, n'hésitez pas donc à adhérer à ces réseaux. Nous avons également des ressources disponibles si vous souhaitez adhérer au challenge du climat pour les infirmières, en collaboration avec les infirmières qui vous aideront à faire en sorte que votre cabinet soit plus durable. Par exemple, en ce qui concerne la nourriture des nourrissons. Et autrement, si vous cherchez des ressources qui portent sur les produits chimiques nocifs en particulier, eh bien, voici trois de nos publications sur ce sujet. Et toutes ces publications sont disponibles gratuitement sur notre site web. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos intervenants aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons Hélène Mead, qui est directrice exécutive de Amélioration Soins et Compassion, qui nous parlera des produits chimiques nocifs dans le secteur de la santé. Ensuite, Anna Watson, responsable du plaidoyer à Chem Trust, qui nous parlera des produits chimiques dans notre vie quotidienne. Et puis, deux, deux exemples du secteur de la santé sur la réduction de l'impact au plastique et aux produits chimiques nocifs.
dans leur propre centre hospitalier. Nous avons David Soral Lopez, responsable de l'environnement à l'hôpital Clínico Universitario Virgen de la Arequipa, et Dominique Lico, qui est coordinatrice des sages-femmes, périnatalité et pédiatrie au CH de Angoulême. Et à présent, je vais m'arrêter là et donner la parole à Hélène. Merci infiniment, Andrea. Et je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour partager euh, mon propre parcours en tant que professionnel de la santé ces 35 dernières années dans le NHS au Royaume-Uni. Mon tout dernier rôle était en tant que directrice exécutive dans le nord de l'Écosse, une très belle région, 41% de la masse en fait de l'Écosse avec une très petite population. Et j'ai toujours ressenti que les organisations de santé avaient une responsabilité sociale et au niveau de l'environnement également, euh, à la fois pour les habitants, les euh, personnes qui visitent et le personnel que nous servons. Et nous avons fait ce que nous pouvions faire modestement pour l'environnement. En fait, j'ai appris beaucoup de choses tout au long de mon parcours. Et une chose en particulier, le fait que les produits chimiques peuvent sortir des produits qu'on utilise et avoir des impacts négatifs. Et quels sont les effets indésirables, des effets sur qui aussi, et pourquoi est-ce que je ne le savais pas auparavant? Eh bien, j'ai été une radiographiste en fait dans plusieurs hôpitaux au Royaume-Uni, dans la recherche et dans le monde universitaire. Et mon tout dernier rôle était responsable en fait d'unité en fait pour le dépistage du cancer du sein. Et dans l'imagerie, bien sûr, on a l'habitude de produits chimiques. Bien sûr, pour produire des films, eh bien, nous utilisons des produits chimiques pour traiter les films en particulier. Parfois, on utilise des matériaux pour réparer des échantillons qui ont fait l'objet d'imagerie médicale. Nous savions qu'ils pouvaient être dangereux et je me souviens, je dois dire que certaines, en fait, des mots de tête, en fait, décrits dans ce témoignage ici, bien sûr, les films numériques qu'on utilise protègent, bien sûr, les radiographes et toutes nos équipes. Mais à présent, je sais qu'il y a d'autres produits chimiques auxquels nous avons été exposés au fil des ans, beaucoup plus de produits chimiques que nous le pensions. Et ce document décrit en détail certains de ces produits chimiques et l'impact décrit ici sur notre santé, ce que nous utilisons et ce que nous avons besoin d'utiliser également pour soigner nos patients. Est-ce que cela compte vraiment que ces produits peuvent être dangereux? Eh bien, voici une petite étude scientifique qui a été faite en 2009, où les résultats, lorsque j'ai lu les résultats de cette étude, étaient très inquiétants. D'un tout petit échantillon d'environ 20 participants, tous, lorsqu'ils ont été testés, avaient au moins 24 produits chimiques dans leur corps. Et 18 produits chimiques ont été détectés chez chaque participant. Je suis sûr que si l'on devait nous tester, nous tous en ligne aujourd'hui, eh bien, on se rendrait compte des mêmes pourcentages. Mais d'où proviennent ces produits chimiques? Comment entrent-ils dans notre corps? Eh bien, nous devons revenir vraiment aux années 1960 et réfléchir au développement et en fait à la révolution dans le domaine de la santé où les plastiques ont été introduits pour des produits jetables. On n'avait plus besoin de les nettoyer, on pouvait simplement ouvrir donc un paquet, l'utiliser et puis le jeter. Et cela voulait dire, bien sûr, que la santé est devenue plus propre, plus sûre. On pensait à l'époque mieux aussi. Mais ces produits plastiques sont accompagnés de problèmes. Nous savons que les plastiques doivent être souples pour leur utilisation dans le domaine de la santé, afin qu'on puisse les utiliser à bien pour nos patients. Mais en fait, nous savons que ce sont des perturbateurs endocriniens décrits ici.
comment en fait ces perturbateurs interfèrent avec nos hormones, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais parce qu'ils font leur travail, leur propre travail très bien, eh bien, nous sommes entourés de ces produits partout, en fait, du mobilier sur lequel on est assis, aux équipements qu'on utilise, même aux chaussures que l'on porte aux pieds. Et en fait, ces produits chimiques sont partout, vraiment partout. Et on s'est rendu compte qu'on en avait besoin. On ne savait pas qu'on en avait besoin, mais à présent, on le sait. Dans tous nos emballages transparents, très visibles et surtout en fait dans les produits cliniques. Et ici, vous voyez que la liste est très longue de certains de ces produits chimiques et en particulier les PFA qui sont très utiles euh, euh, puisqu'ils sont répulsifs à l'eau et aux graisses, et les industries principales s'en servent tous les jours. Et pour cette raison, eh bien, ils sont omniprésents, je dirais, dans tout ce que nous touchons, que nous voyons, mais vous voyez que ces produits sont liés à des problèmes de santé potentiels. Mais voici la véritable question en ce qui nous concerne. Ces dispositifs sont essentiels et les produits chimiques dont ils sont constitués sont une partie essentielle de ces dispositifs. On dépend de ces produits chimiques. Mais jusque récemment, en tant que praticien, on ne savait pas trop quelle était leur composition. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'à l'encontre des médicaments, par exemple, ils ne sont pas bien régulés. Les dispositifs sont construits selon des normes, bien sûr, mais ce sont les produits chimiques utilisés en fait dans la fabrication qu'on ne connaissait pas trop. Donc, on a besoin de ces dispositifs, mais la question est de savoir est-ce qu'on a besoin de autant de ces dispositifs qu'on le croyait? Et cela fait que je me suis posé la question et en fait, c'est un monde nouveau qui s'est ouvert à moi, un monde très effrayant de plastique, de produits chimiques, et je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de choses. Et même en tant que professionnel de la santé très expérimenté, il y avait des tas de choses que je ne savais pas. J'étais responsable pour pas mal d'unités de dialyse, et cela veut dire que les patients dont on s'occupait étaient en contact fréquent et long à ces produits chimiques. Alors, c'est peut-être moins un problème pour des adultes, mais pour les petits bébés, leurs organes continuent à se développer, bien sûr, qui pourraient être potentiellement exposés à ces produits chimiques et plastiques pour une période de 3 mois ou plus. Eh bien, cela pourrait représenter un risque et on ne le savait pas. Alors, pendant que je réfléchissais à cela, je lisais beaucoup et j'ai lu un livre en particulier par Cathy Gerwi qui s'appelle Écologisation des soins de santé. Il s'agit d'une organisation en Amérique du Nord, Kaiser Permanente, dont vous avez peut-être entendu parler. Et je dois vous dire que cela m'a mis très en colère car j'ai découvert qu'il y avait des produits de substitution pour certains de ces plastiques. Il y a une décennie, Kaiser Permanente a pu se débarrasser de pas mal de ces produits. Ils ont agi pour trouver des produits de substitution et ont commencé à les remplacer. Et voici un exemple où ils sont passés en fait à des produits sans plastique. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ne le savais-je pas? Et si on le sait, eh bien, est-ce qu'on devrait parler euh, très fort en disant que ceci est extrêmement important? Est-ce un silence contraire à l'éthique? Alors, j'ai recherché des directives officielles pour savoir ce que l'on devrait faire. Et ici, au Royaume-Uni,
L'Agence de réglementation des produits de la santé et des médicaments sont censés en fait faire en sorte que nous et nos patients soient en toute sécurité. Et ils ont effectivement un commentaire sur les DEHP. Ils sont au courant. Ils ont même décrit les dangers de ces produits. Et ils nous disent que ça n'est probablement pas trop dangereux, mais on ne le sait pas vraiment. Et donc, on a besoin de recherche, de beaucoup plus de recherche, non seulement sur l'impact des produits qu'on a utilisés, mais des produits de substitution qu'on pourrait utiliser. Et je suis très heureuse de pouvoir dire que certains gouvernements ont déjà écouté la France, bravo, qui prend les devants pour interdire ces matériaux en ce qui concerne les unités néonatales et les nourrissons, les jeunes enfants. Mais ici, au Royaume-Uni, eh bien non, ce n'est pas le cas. On attend toujours. Mais il y a eu un autre problème, bien sûr. Il nous fallait clairement nous protéger, et nos patients, grâce à l'utilisation, bien sûr, des équipements de protection individuelle pendant la COVID. Et il y a eu, bien sûr, des tonnes d'équipements de protection individuelle fabriqués. Mais est-ce qu'on se rendait compte que ces EPI contenait tant de plastique? Est-ce que vous savez qu'un masque chirurgical pouvait prendre 450 ans avant de se décomposer? Alors, Dieu merci, voici des options qui sont plus sûres et que l'on peut réutiliser et qui deviennent de plus en plus disponibles. Mais il nous faut vraiment réfléchir au fait que est-ce que nous avons vraiment besoin de ces produits ou pas? Éviter et réduire, c'est mieux que d'avoir à recycler ou à jeter. Et nous savons que nous devons créer moins de déchets. Pour devenir plus durable dans le secteur de la santé. Et on doit réfléchir à la durabilité comme un domaine très important de la qualité des soins de santé que nous offrons. Et ici, il s'agit en fait d'une œuvre de Francis Fortumer et de son équipe au Centre de la santé durable et qui nous encourage à promouvoir la santé des patients de façon durable et surtout d'essayer de trouver des produits de substitution qui pourraient être préférables du point de vue de l'environnement. Et donc, dans vos organisations, où que vous soyez, vous devriez à présent partager votre expertise et vos propres connaissances avec les équipes avec lesquelles vous travaillez et qui se penchent sur certaines de ces questions écologiques. Essayez de trouver des solutions de substitution à ces problèmes. Cela est extrêmement important. Et il y a des tas de choses que nous pouvons faire. Et je suis certaine que nous pourrons vous inspirer avec le travail merveilleux qui est fait dans ce domaine. Vous pouvez soutenir la sensibilisation à l'environnement au niveau local. Vous pouvez aider le personnel à s'impliquer et à faire quelque chose. Mais surtout, il s'agit d'écouter et de partager des témoignages pour rendre les choses réelles et concrètes. Nous savons que nous ne pouvons pas protéger nos enfants contre les produits chimiques et les plastiques à tout moment, mais au moins dans le secteur de la santé, j'espère que nous devrions tous pouvoir faire de notre mieux pour le faire. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci, Andrea, je vous rends la parole. Merci infiniment, Hélène, pour cette présentation très inspirante. Et vous pouvez vous servir, bien sûr, euh, à la boîte questions-réponses pour poser des questions. Et à présent, je vais donner la parole à Anna et je vais essayer de partager son écran. Merci, Andrea. Merveilleux, oui. Oui, nous partageons votre écran. Merci. Donc, je vous dirai simplement passer à la planche suivante lorsque je passerai à la page suivante. Donc, merci infiniment de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais vous parler des produits chimiques nocifs et comment nous pouvons protéger la santé des enfants contre ces produits.
Euh, J'inclurai certaines choses dont Hélène a déjà parlé, mais il s'agirait simplement de renforcer certains des messages que nous essayons de relayer. Mais je ne vais pas parler du secteur de la santé. Je suis le docteur Anna Watson. Et je ne suis pas donc un médecin, je suis un médecin mais universitaire si vous voulez. Donc théoriquement, donc ne posez pas des questions trop médicales s'il vous plaît. Euh, je voulais simplement vous indiquer donc cela. Je travaille pour Chem Trust. Nous sommes une œuvre caritative qui travaille au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et au niveau mondial pour protéger les humains et la faune contre les produits chimiques nocifs. Et nous travaillons à l'interface sciences politiques en partenariat avec les universitaires, en prenant les recherches les plus récentes que nous partageons avec les régulateurs, les preneurs de décision, et nous travaillons avec pas mal d'autres groupes de la société civile pour veiller à ce que nous soyons mieux protégés contre les produits chimiques que nous utilisons dans nos produits. Nous avons un site web, Twitter, des bulletins, tout ce que font les ONG. Donc, n'hésitez pas donc à regarder notre site web. Si vous souhaitez également nous suivre sur Twitter, vous pouvez le faire. Alors, pourquoi sommes-nous préoccupés par l'exposition aux produits chimiques et au niveau de la santé des enfants? Eh bien, comme Hélène vous l'a dit, elle a parlé des produits chimiques dans le secteur de la santé. Eh bien, nous sommes exposés à des centaines de produits chimiques synthétiques tous les jours. Mais malheureusement, certains de ces produits chimiques sont nocifs, surtout en ce qui concerne les enfants. Cela peut retarder le développement de leur cerveau. Et l'exposition aux produits chimiques est tellement omniprésente que les bébés sont nés pré-pollués, dirais-je, avec tout un cocktail de produits chimiques déjà présents dans leur petit corps. Alors, vous le saurez, et vous le saurez bien mieux que moi, que le cerveau, bien sûr, est un organe très complexe et qui continue à se développer jusqu'à ce que nous soyons jeunes, dans 20 ans ou plus même. Et les hormones jouent un rôle essentiel dans la fonction du cerveau. Et donc, tout ce qui peut bloquer l'action de l'hormone peut perturber la croissance et le développement du cerveau. Et cela peut mener à des problèmes tout au long de la vie pour une personne. Par exemple, les scientifiques lient de plus en plus l'exposition chimique en état de fœtus aux problèmes de comportement et aux problèmes intellectuels chez les enfants, des difficultés d'apprentissage, l'autisme par exemple aussi. Et les produits chimiques dont nous nous inquiétons en particulier, et Hélène l'a dit également, ce sont les perturbateurs endocriniens qui peuvent perturber les hormones et le fonctionnement du cerveau. Alors cette infographique représente une liste de ce qui nous inquiète, mais c'est à titre d'exemple seulement, car il y en a bien plus. Je suis sûr que vous connaissez les bisphénols. Les PFA sont parmi les produits chimiques synthétiques les plus utilisés dans le monde entier. C'est un perturbateur d'hormones bien connu. Il s'agit d'une grande famille de bisphénols, en fait, également dans l'emballage de nourriture. On s'en sert dans les reçus de caisse, dans les boîtes de conserve, comme couche de revêtement et dans les vêtements parfois, donc partout. On les trouve partout vraiment au quotidien. Nous avons les phtalates également, une série de produits chimiques très étranges, qui sont également des perturbateurs qu'on trouve dans les emballages de nourriture, dans les produits de sein, le shampoing, le savon, les jouets des enfants, et qu'on retrouve dans la poussière ménagère également. Et les PFA qui sont très persistants, on ne sait pas en fait combien de temps ils vont durer dans notre environnement. Ils ont été liés à la thyroïde et au cancer des reins. On s'en sert comme revêtement. On aime s'en servir parce qu'en fait, euh, ces produits aident à repousser l'eau, les graisses. On s'en sert dans les vêtements, dans l'emballage de nourriture, dans les produits de beauté.
Et donc, dirais-je que pratiquement chaque produit que vous testez, vous pourriez trouver qu'en fait, il y a des PFA qu'on ne savait pas. Même le fil dentaire, potentiellement contient euh, PFA. Nous avons également donc des retardateurs de flammes pour protéger bien sûr nos produits électroniques, pour ralentir la propagation d'un incendie. Et ils ne sont pas liés chimiquement puisqu'on les pulvérise sur les meubles, dans les automobiles, etc. Et puis aussi, on les retrouve dans les poussières ménagères. Les pesticides aussi, bien sûr, on s'en sert dans la production de notre nourriture. Et un perturbateur de la thyroïde, en fait, également, qui a été utilisé pour nettoyer, en fait, la euh, nourriture avant que ça ne passe dans la chaîne alimentaire humaine. Et puis les PCB, bien sûr, le plomb et les PCB, qui pourraient être, ils ont peut-être été interdits, certains de ces produits dans le monde. Malgré tout, on les trouve toujours dans notre environnement. Et donc, nous avons toute cette longue famille de produits chimiques. Et puis vous vous dites, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce dans cette pièce de votre maison? Il y aura différents éléments qui viennent de ces groupes et bien d'autres d'ailleurs, parce que nous ne savons pas tout, nous ne savons pas encore tout. Donc les produits les désodorisants, par exemple, les parfums d'ambiance, euh, vont contenir, bon, le mot parfum, mais vous n'avez pas besoin de répertorier la liste des produits chimiques contenus dans ces désodorisants. Donc, j'essaye de vous dire tout simplement qu'au quotidien, nous sommes constamment exposés à toutes sortes de produits chimiques. Nous entrons en contact avec ces produits chimiques au travers de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons, des vêtements que nous portons. Et c'est très compliqué. Euh, Comment peut-on évaluer l'impact de tous ces produits sur les enfants et puis les futurs parents? Planche suivante. Alors, même si j'ai dit que ces produits sont une menace pour le développement cérébral des petits, par exemple, eh bien, lorsque l'on se prépare à donner naissance, eh bien, votre exposition passée aura un impact sur votre santé reproductive. Lorsqu'on parle de cette dernière, on se concentre plus particulièrement sur les femmes, mais il était important de savoir, pardon, que les hommes sont également affectés. Ils peuvent devenir hypofertiles. Le docteur que j'ai mentionné plus tôt a fait beaucoup de travail sur la qualité, la fertilité, la numération des spermatozoïdes et s'est rendu compte qu'il y a effectivement une baisse estimée de 50 à 60 de la numération des spermatozoïdes dans les nations développées depuis 1973. Et cela montre bien qu'il y a euh, une exposition avant la naissance et après la naissance, pour ce qui est des phtalates et autres pesticides. Et bien sûr, cela a un impact tant sur les hommes que sur les femmes. Alors, nous parlons, ce dont nous parlons, c'est lorsqu'on pense à des orientations, des conseils, comment se protéger, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger son enfant. Eh bien, il est important de garder en tête que l'exposition précédentes, passées, entrent en jeu et ça n'est pas si facile finalement à déterminer. Alors, en tant que professionnel de la santé, une des choses enfin, à des conseils qu'on va vous donner, ce à quoi vous allez réfléchir, c'est la manière de donner des conseils aux femmes enceintes. Comment, effectivement, on peut réduire cette exposition à des produits chimiques toxiques durant la grossesse. Alors, je suis sûre que beaucoup de femmes parmi vous connaissent le sujet. Je sais que quand j'ai eu mon premier enfant, 6 semaines avant sa naissance, pardon, j'ai déménagé, je suis passée d'une ville à une autre, j'ai déménagé dans une maison toute neuve, j'ai préparé la chambre bébé,
Donc, il est important de réfléchir à cela aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger, ma propre santé et puis la santé de mon enfant? À savoir, eh bien, utilisation effectivement de peinture contenant peu de COV, basée à base d'eau, euh, des sols naturels dans la mesure du possible et de nouveaux tapis. Vous savez, vous connaissez cette senteur de nouveau, de ce qui est nouveau lorsque vous achetez un lit, un matelas ou quelque chose, ou un nouveau tapis. On sait très bien qu'il y a des éléments toxiques dans tout ça. Donc, il faut les aérer en premier lieu. Ça peut être un premier geste, si vous voulez. Alors, les femmes enceintes, pour les femmes enceintes, alors la, l'industrie de la publicité vous indique qu'il faut vous couvrir de crème, de lotion pour protéger votre santé, pour être belle durant l'accouchement, etc. Mais essayez effectivement de minimiser effectivement les produits de soins personnels. Essayez d'utiliser autant de produits naturels que possible. N'oubliez pas ce mot parfum. Euh, Moi, je me servais surtout de bicarbonate de soude et de jus de citron pour nettoyer pas mal de surface. Et j'ai pas eu de problème. Nous n'avions pas beaucoup de produits chimiques chez moi à l'époque. Et puis, il y a l'accumulation également de la poussière, l'accumulation des produits toxiques. Donc, il faut aérer. Et pour ceux qui n'aiment pas faire le ménage, il est quand même important, effectivement, de dépoussiérer. Je n'aime pas le dire parce qu'on ne devrait pas passer son temps à faire la poussière, mais malheureusement, c'est très important. Alors, euh, euh, en fait, une des plus grosses expositions à des produits chimiques toxiques, c'est ce que nous mangeons et ce que nous buvons, et puis les emballages. Alors, très souvent, on dit aux femmes enceintes qu'il ne faut pas manger telle ou telle chose, qu'il faut réduire la consommation de telle ou telle chose. Nous savons qu'il y a des accumulations de mercure, par exemple, dans le poisson, dans la chaîne alimentaire. Euh, et donc, on a l'habitude de recevoir ce type de conseils, mais ce qu'on ne sait pas, et Hélène en a parlé, ce sont les produits chimiques qui existent dans d'autres produits. L'emballage des produits, tout ce qui est, en fait, les articles de table, les plastiques qui sont un produit chimique plutôt problématique pour ce qui est de les associer à la nourriture, plus particulièrement à haute température, parce qu'on se retrouve avec effectivement une fuite de ces produits chimiques. Donc, essayez de ne pas cuire dans le plastique et de ne pas euh, garder des aliments dans du plastique. Préserver les aliments dans du plastique. Alors, les conseils pratiques aux parents. Ça, c'est très important, bien sûr, hein, surtout aux femmes qui sont prêtes à donner naissance. Alors, bien sûr, nous avons dans certains exemples besoin de ces produits chimiques, mais il faut savoir comment réduire son exposition. Et il y a d'excellentes ressources qui existent pour en savoir plus. Il y a par exemple un environnement des femmes basé au Royaume-Uni, celui-ci qui a été mis sur pied par Figo et d'autres en différentes langues. Euh, qui peuvent vous donner des conseils judicieux. Alors, bien sûr, vous avez votre bébé qui est né, et là, eh bien, les conseils restent les mêmes que quelconque conseil qu'on prodiguerait aux femmes enceintes pour ce qui est de réduire votre exposition aux produits chimiques, aux produits toxiques. Alors, malheureusement, tous ces produits répertoriés à l'écran ont été en fait des produits, on a détecté des produits chimiques, par exemple les dioxines, au travers du processus de lavage de, des langes, par exemple.
Donc, ce serait préférable effectivement de se servir de couches naturelles à laver. Mais alors, bien sûr, Johnson Johnson vont vous dire que votre bébé ne survivra pas s'il n'a pas toutes sortes de produits. Mais attendez, les savons sans parfum sont très utiles. Vous n'avez pas besoin d'avoir des produits très sophistiqués. Pour ce qui est des jouets, par exemple, malheureusement, ces jouets peuvent contenir des produits dangereux, des jouets qu'on achète en ligne ou qui sont bon marché. Et il y a une ONG en République tchèque qui s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des jouets contaminés parce qu'ils avaient été en fait fabriqués à partir de plastique recyclé. Et vraiment, on a exposé ces enfants à des produits qu'on n'aurait jamais dû, auxquels on n'aurait jamais dû les exposer. Donc, c'est vraiment la question, en fait, c'est ne pas utiliser ces produits dès le départ. Donc, les jouets, les vêtements, et puis bien sûr, les vêtements, c'est pareil, hein, vous avez des vêtements, par exemple, des vêtements qui résistent aux tâches, donc qui comprennent, ou les vêtements imperméables, etc. Euh, les petites chaussettes, par exemple, qui ont des BPA à l'intérieur, BPA à l'intérieur, et puis les biberons également. Alors, je sais que bon nombre d'entre vous savent très bien que BPA en Europe est interdit dans ce qui est alimentation pour bébés et enfants, mais il y a un document qui a été publié il y a 2 ans dans Nature Food qui a décelé des du polypropylène dans les biberons et qui, en fait, relâchait des millions de microplastiques par litre dans la formule bébé. Lorsque la formule bébé était chauffée, secouée, etc. Et ça se retrouvait dans le lait du bébé. Et en fait, en moyenne, un bébé nourri à la bouteille, au biberon, pourrait effectivement ingérer un demi-million de microplastiques de ce genre par jour. On ne le sait pas. On n'en connaît pas l'impact sur la santé de tous ces microplastiques. Alors, bien sûr, l'utilisation du polypropylène pour les biberons est vraiment quelque chose qui est inquiétant. Alors, la planche suivante. Alors, tout cela vous montre, enfin, nous l'espérons, que, en fait, il n'y a pas lieu d'utiliser ces produits chimiques dangereux dans les produits quotidiens. Si l'on pouvait donner conseil aux parents ou aux parents ou à ceux qui sont sur le point d'être parents, si on pouvait donner des conseils aux responsables de la santé, eh bien, on le ferait, mais il est impossible de réduire notre exposition individuelle à grande échelle, parce que tous ces produits chimiques se retrouvent partout et dans tous les produits que nous utilisons au quotidien. Et si l'on retarde chaque année l'interdiction de certains produits chimiques dans des produits, euh, euh, eh bien, enfin, on ne peut pas attendre parce que euh, euh, nous, et c'est pourquoi nous travaillons au sein de CHEM pour voir une interdiction de la plupart des produits chimiques toxiques dans les produits de consommation d'ici à 2030, une accélération d'identification des produits chimiques perturbateurs endocriniens et de produits chimiques euh, très, très persistants. Et puis, reconnaître le fait que nous sommes exposés à une espèce de cocktail de produits toxiques. Donc, essayer d'inclure un facteur d'évaluation des mélanges pour refléter le fait que nous sommes exposés à des produits chimiques qui viennent de sources multiples. Et il faut effectivement regarder le tableau complet d'exposition humaine à ces produits chimiques et puis veiller à ce qu'ils ces produits chimiques soient réglementés sous forme de groupes de produits chimiques. Il y a pas mal de travail qui a été fait pour retirer les BPA des produits, côté biberon par exemple, et puis les reçus de caisse par exemple. Donc, on commence à utiliser BPS, mais c'est également
également un perturbateur endocrinien. Donc, il faut une réglementation. La réglementation est essentielle pour tous ces produits. Alors, je vous demande instamment, pour en savoir plus, eh bien, d'en parler. Et puis, si possible, de vous joindre à tout appel à l'action. Je sais bien que ce webinaire vous intéresse, donc allez plus loin. Allez chercher davantage d'informations. Il y a d'autres organisations, Chemtrust, HEAL, Women Engaged for a Common Future, que vous voyez à l'écran pour les mouvements plastiques. Et des informations sur les produits toxiques dans l'alimentation, les produits d'emballage. Alors, j'ai vraiment bon espoir, hein. Je pense que nous commençons à en savoir de plus en plus, en apprendre, à apprendre de plus en plus, avoir de plus en plus d'informations sur ces produits. Et il y a maintenant beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Les ressources, alors, vous avez le website de Chemtrust, très intéressant, et puis Project Nesting et autres que j'ai mentionnés durant cette présentation. Donc, merci. Merci pour votre attention et c'est ma dernière présentation. Merci beaucoup. Merci, Anna. Merci pour ces informations précieuses sur la manière dont les produits chimiques nous entourent au quotidien, mais vous avez donné également des exemples pratiques d'atténuation de ces effets. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une meilleure réglementation, effectivement, et de ne pas avoir, de n'avoir aucun de ces produits chimiques du tout. Alors, je vais maintenant vous parler du problème qui existe. Nous voudrions vous communiquer certains exemples de ce que font les animateurs santé pour protéger les patients vulnérables. Alors, j'espère que je n'aurai pas de problèmes techniques comme ceux de Dominique. Nous allons vous expliquer ce que l'hôpital de Bilkhed d'Essaka en Murcie fait. Je vais vous parler de la manière dont on a élaboré un plan afin de réduire la consommation de plastique en hôpital. Et je voudrais vous remercier de l'initiative. Nous avons toujours travaillé dans les hôpitaux avec l'idée de continuer, enfin de tenter de réduire les risques pour les familles et les individus. Mais franchement, nous avons tout de même, nous nous sommes retrouvés un petit peu dans une impasse lorsqu'on a démarré le projet en 2020. Je vais vous expliquer ce que nous avons fait à l'hôpital de Oaxaca. C'est l'hôpital de référence à Murcia. Nous travaillons avec une des seules deux unités qui existent en Espagne, HPV-SU. Nous travaillons également sur la gestion de l'environnement. Voici le lien, hein, si vous souhaitez aller voir ce que nous faisons. Nous nous occupons de santé environnementale. C'est une unité dans laquelle nous travaillons avec des pédiatres, des responsables de la nutrition, des infirmiers et infirmières, des professionnels de l'environnement, etc. Alors, comme je l'ai déjà dit, en 2020, à la fin, enfin, on a commencé en 2020. On a commencé à travailler sur ce projet et en conséquence, en 2021, nous avons approuvé un programme d'action contenant 12 points. Alors, comment avons-nous conçu ce plan? Eh bien, pour commencer, nous avons suivi la méthodologie publiée dans le lien que je vous ai montré plus tôt. Nous avons commencé par identifier et catégoriser les plastiques qui contribuent le plus à, à à la toxicité dans nos hôpitaux. Nous avons identifié 6 articles qui contribuent de manière considérable, en fait, à hauteur de 70% à la toxicité. Il y en a d'autres qui contribuent moins à la toxicité, mais nous avons identifié en tout cas cette gamme de produits, les plastiques utilisés dans le contexte médical. Alors, le deuxième point de ce plan d'action, c'était des informations supplémentaires sous forme d'audit
Et ces audits nous ont permis de, de comparer les informations qu'on avait développées en première phase et voir les plastiques à usage médical. Et pour bon nombre de ces plastiques, nous n'avons pas vraiment d'option d'utilisation ou de non-utilisation, mais la première action prioritaire était de se concentrer sur le service maternité, néonatal ou les centres de soins intensifs, hein. C'est là où l'on voulait effectivement réduire au maximum le plastique. C'est pourquoi nous avons euh, conçu ce graphique que vous voyez à l'écran. La liste que nous avons montré plus tôt. Donc, il s'agit de faire de la prévention, mais notre concept, et dans le cadre du concept d'élimination des plastiques, nous avons toujours pensé qu'il était important de réduire le plastique lui-même, mais également de réduire l'exposition aux microplastiques pour nos patients et pour effectivement nos employés. Et puis enfin, sous forme d'alternative, eh bien, il s'agit d'améliorer le recyclage de ces plastiques. Alors, comment avons-nous identifié ces points dans le programme d'action? Eh bien, il était important de créer un groupe de travail pour partager les connaissances, les informations, qu'avait fait, ce que faisait tout le monde, ce qu'avait fait tout le monde. Euh, et parce qu'il faut savoir ce que font les autres et ce qu'ont fait les autres dans ce domaine. Nous avons, alors dans le cadre de ce plan d'action, dans le cadre de ce groupe de travail, nous avons identifié certaines mesures. Il est important de partager des expériences et des initiatives, mais il faut toujours se baser sur la science, hein, et des concepts scientifiques. Il est toujours très important, pardon, d'écouter l'avis des autres, de changer petit à petit ce que l'on peut faire, faire des petits pas, et puis voir. Alors, on a vu ce qu'on pouvait obtenir comme résultat, et petit ou non, c'est important. Euh, alors, nous avons pris en compte certains critères dans le cadre de ce projet. Ici, vous avez la contribution du plastique dans l'article, les, la possibilité de trouver des alternatives, les effets économiques. Nous avons également pris en compte les règles, la législation, et ainsi que les effets qu'ont ces plastiques sur les individus. Il était clair pour nous qu'il était important de réduire ou de prendre en compte, en tout cas, une réduction totale, une réduction des risques pour les patients et le personnel. Et nous sommes concentrés sur la maternité et les hôpitaux. Nous avons toujours veillé à conseiller les familles dans les unités pédiatriques en particulier pour leur expliquer ce qu'il fallait faire en dehors du centre hospitalier. Nous faisons les mêmes recommandations que Anna, l'exposition à différents plastiques et le danger que cela peut représenter pour les jeunes enfants en particulier. Et bien sûr, dans un centre hospitalier, il est toujours facile de donner des conseils, mais les choses sont plus difficiles en dehors. Et parfois, donc, on ne suit pas toujours dans les actes l'exemple qu'on essaie de donner. Et, et les centres hospitaliers consomment beaucoup de plastique, naturellement, car c'est là qu'il y a un grand nombre de dispositifs qui utilisent des plastiques, et c'est là où on trouve les patients les plus vulnérables, comme Anna l'a dit. Et il s'agit des dangers provenant des microplastiques en particulier, et aussi
Les mesures sont très importantes pour les parents. Si vous leur donnez des conseils, mais qu'ils se rendent compte que nous, on fait le contraire, eh bien, ça n'est pas très utile. Et enfin, nous pensons que ces patients et familles de patients, au moment, par exemple, d'une naissance, eh bien, qu'ils ont une prédisposition particulière à donner suite aux actions en dehors du milieu hospitalier. Et à présent, j'aimerais vous parler de certaines des mesures que nous avons prises. Pendant l'exécution de notre projet en 2020 et 2021, nous étions en phase de mise en œuvre en ce qui concerne la banque de lait maternelle sans plastique. Et nous avons encouragé l'utilisation du verre plutôt que du plastique là où cela était possible. Mais on s'est rendu compte que lorsqu'on a commencé à recevoir l'équipement nécessaire, en fait, il semblerait que les fabricants forçaient pratiquement à utiliser des biberons en plastique, qu'il n'y avait pas d'énormes quantités de produits de substitution. Et aussi, il y avait un risque maximal de migration des composants à partir des emballages plastiques dû à la pasteurisation à 62 degrés. Aussi, il y a une grande visibilité, une capacité à influencer les familles, à faire le lien avec les politiques scolaires. Et puis, nous avons insisté sur l'importance des matériaux alternatifs, le verre et des systèmes de substitution basés sur la réutilisation. Mais ce que le marché nous offrait, c'était quelque chose de différent. Et nous avons dû faire pression sur les marchés pour qu'ils nous approvisionnent en produits qui étaient compatibles avec nos besoins. Et un grand nombre d'hôpitaux sont toujours confrontés à ce genre de difficultés. Les fabricants leur disent que l'emballage qu'ils offrent est plastique puisqu'il est jetable et hygiénique. Et nous leur avons dit que non, qu'ils devraient changer leur processus. Et on nous disait que les emballages en plastique jetables sont conformes aux normes de l'UE. Et on nous disait aussi que les biberons en plastique étaient plus faciles à utiliser car ils étaient plus faciles à sceller hermétiquement. Et on nous disait, oui, mais vous savez, les bouteilles en plastique sont recyclables. Mais je dirais que là, c'est une fausse promesse que celui du recyclage en ce qui concerne le plastique. Et nous leur avons opposé le fait que notre réflexion était basée sur le recyclage comme toute dernière alternative.
Et on nous disait que toutes les banques de lait maternelles utilisaient des emballages en plastique jetables. Et si cela est vrai, et en fait tel est le cas, eh bien dans ce cas, il y a un manque de formation en matière de santé environnementale dans le secteur hospitalier. Et les fabricants nous ont dit qu'il était impossible en fait de reconcevoir leurs produits, mais nous avons insisté. À présent, notre banque travaille uniquement avec des biberons en verre. Autre chose sur laquelle nous travaillons en ce moment et qu'on prévoit d'élargir sur tout le centre hospitalier, et nous allons commencer bien sûr dans la néonatologie et la maternité. Et il s'agit de produits médicaux prioritaires et des audits et études d'approvisionnement ont été faites. Et donc, pour nous, bien sûr, il est clair que le produit de substitution qu'on doit utiliser, c'est le verre. Mais ce n'est pas seulement une décision pour le centre hospitalier, mais bien sûr le marché, bien sûr, a une grande influence. Il y a un an, eh bien, nous avons fait une analyse de trois hôpitaux avoisinants. Et on voit que, en fait, que seulement un tiers des solutions, par exemple intraveineuses, étaient faites avec un conteneur en verre plutôt que plastique. Mais partout ailleurs, vous voyez, le plastique. Et quelqu'un nous a dit également qu'en fait, que le verre représentait une empreinte carbone plus élevée car cela entraînait davantage de déchets. Donc, c'est l'argument qu'on nous opposait. Mais nous avons dit qu'il fallait tenir compte d'autres aspects environnementaux, pas seulement l'empreinte carbone. Et les solutions intraveineuses sans plastique, il semblerait qu'il soit difficile de trouver des produits de substitution. Et donc, il nous faut tenir compte de notre système de recyclage. Et une autre mesure que nous mettons en œuvre en ce moment, sous forme de projet pilote, et nous avons estimé que dans le secteur de la santé, on utilisait 3,6 millions de bouteilles par an et jusqu'à 20% de plastique non médicaux dont on se sert pour l'eau. Et les conteneurs d'eau, une autre source, non intraveineuse bien sûr, mais c'est une autre source de déchets plastiques. Ça représente environ 4% du total des déchets plastiques. Et le projet vise non seulement à réduire la consommation de plastique et l'exposition au plastique et additifs dans l'école, mais aussi à influencer les familles dès la naissance de leurs enfants. Et dans le sud-est de l'Espagne en particulier, la consommation d'eau minérale en bouteilles plastiques est assez répandue. Et
Pourtant, l'eau du robinet dans notre région, en fait, a bon goût. Et c'est pourtant une habitude, compris les consommateurs, de consommer de l'eau minérale en bouteille plastique. Et on essaie d'expliquer aux gens, aux membres de la famille, donc pourquoi on essaie de réduire la consommation euh, d'eau dans des bouteilles en plastique, du point de vue de la santé et du point de vue de l'environnement. Et nous leur parlons de l'impact des déchets plastiques. Et nous les conseillons donc de ne plus se servir de bouteilles en plastique à la maison. Et on essaie de montrer l'exemple. Et nous suivons nous-mêmes le bon exemple. Et on s'est rendu compte, par exemple, que la maternité HCUVA, que seulement 2,9% des plastiques recyclables ont été trouvés dans les points de collecte sélective de EEEL. Et la plupart de ces déchets recyclables ont été identifiés comme provenant des chambres. Et les patients, semble-t-il, n'avaient pas accès donc au bac de recyclage et que les familles donc devaient avoir la possibilité de recycler pendant leur séjour au centre hospitalier. Et donc, il s'agissait en fait de les encourager à agir de la sorte en centre hospitalier et puis de suivre cet exemple une fois retournés chez eux. Alors, passons aux conclusions et recommandations maintenant. Bien, la maternité, la néonatologie, la pédiatrie, ce sont les meilleurs endroits pour commencer. Et aussi, les petites choses comptent beaucoup. Après tout, ce sont les petites choses qui mènent à de grands changements. Aussi, la maternité est une occasion de réduire les risques liés à l'utilisation des plastiques à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux. Et ce message est important. Il s'agit de promouvoir une telle bonne pratique dans les familles. Nous devons également intégrer la santé environnementale dans les activités de soins de santé. Et puis, il nous faut être réaliste. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous passer du plastique. On ne peut pas éliminer le plastique complètement. Mais également, nous devons être responsables et cohérents par rapport à l'utilisation du plastique. Il ne faut pas oublier que légal n'est pas synonyme d'inoffensif. Et comme nous l'avons vu, il existe des alternatives à notre portée. Bien voilà, j'ai fini ma présentation et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci infiniment, David, pour votre présentation et l'excellent travail que vous faites. Et à présent, nous allons repasser à Dominique et espérons que cette fois-ci, cela fonctionnera mieux. Donc, les actions que nous avons mises en place depuis 2010-2015 afin de diminuer l'exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens globalement, avec, donc, je disais, le fait qu'un polluant en moins est une chance de santé en plus. Nous avons commencé en 2015. On fait le début de cette réflexion par l'axe du développement durable. Nous avons mis en place le recyclage des mini-biberons en plastique en local afin de diminuer la taxe carbone. En effet, nous ne recyclions pas nos biberons en plastique. Nous avons eu une réflexion avec le monsieur, je dirais, développement durable de l'hôpital, et les propositions faites par certains industriels étaient des propositions éloignées d'Angoulême. Donc, nous avons contraint les 4 groupes industriels
a organisé une collecte locale afin de diminuer la taxe carbone. En 2022, c'est-à-dire cette année, nous avons mis une action supplémentaire en place grâce à l'exemple donné par nos amis espagnols. Nous savions qu'il y avait des biberons en verre qui étaient utilisés en Europe. Donc, nous avons imposé aux industriels de nous fournir des mini-biberons pour la maternité en verre. J'ai pu dire au premier industriel qui serait dans le bateau du verre que il aurait l'exclusivité. Donc, à l'heure actuelle, un seul groupe industriel passe à la maternité d'Angoulême parce qu'il a des nourettes en verre. Aucun des autres ne passe en tour de lait à la maternité. Ce qui fait que pour les autres, c'est un manque à gagner. Et donc, d'autres commencent à réfléchir à passer eux aussi au verre, car ils ne peuvent pas se permettre que l'exemple de notre maternité ne devienne une perte financière pour eux, car d'autres maternités sont en train de passer ce pas-là. Donc, c'est vraiment important de pouvoir savoir que nous pouvons contraindre des groupes industriels à changer leurs pratiques. Mais tout cela, je le redis, grâce à l'exemple de nos amis espagnols. Donc, nous n'utilisons plus les biberons en verre. Donc, nous faisons des ateliers nesting. Il en a été question tout à l'heure. Nous sommes 14 animateurs nesting sur la maternité. Et donc, nous ne parlons plus des biberons en plastique aux parents. Nous ne leur conseillons que l'inox ou le verre. Pour cela, il a fallu que nous donnions aussi, nous ayons une possibilité de montrer aux parents ce qui était mieux pour eux, y compris dans la transformation, dans les travaux mis en place dans les chambres de bébés. Et nous avons donc, à partir d'une pièce qui n'avait aucune fenêtre, nous avons fait une chambre de bébé. Nous avons utilisé des tapisseries, de la peinture, des colles, sans formaldéhyde par exemple, et nous avons mis au sol du carrelage, c'est cette diapositive-là. Du carrelage, il y a le plastique au sol de l'hôpital et un parquet flottant sur le côté. Donc, nous préconisons bien sûr le carrelage qui est une matière neutre, qui n'a pas de rémanence entière en termes de produits chimiques. Voilà la chambre terminée. Nous avons mis à l'intérieur des meubles qui avaient 15 ans d'âge. Il y a eu 5 enfants qui sont passés à l'intérieur. Nous avons mis sur les murs des fenêtres, il n'y a aucune fenêtre, hein. Et nous avons mis des photos ici, celle-ci, bon, vous ne voyez pas très bien, mais c'est la National 10 qui est une grosse route qui traverse avec beaucoup de camions le département. Et donc, nous conseillons bien sûr l'aération, mais pas à n'importe quel moment. Nous avons une usine à côté qui envoie beaucoup de produits chimiques dans l'air, c'est une papeterie. Nous parlons aussi des vêtements. Nous avons donc 2 tiroirs. Un tiroir avec des vêtements neufs que nous avons achetés dans des supermarchés, avec, vous le voyez, des petits vêtements avec des plastiques, des peintures. Et de l'autre côté, nous avons fait le bonheur d'une maman qui vendait son kit naissance, mais qui avait déjà été utilisé. Et ça, c'est vraiment ce que nous préconisons, utiliser le recyclable dans les vêtements et au moins laver 2 fois les vêtements avant utilisation ou, et de préférence, sans plastique à l'intérieur ou paillettes qui sont des polluants, phtalates ou autres. Dans nos ateliers, nous avons un atelier cosmétique et là, nous allons chercher les produits cosmétiques qui ont le moins d'ingrédients. Nous leur conseillons d'avoir moins de 10 ingrédients et un label Cosmé Bio ou EcoCert. Nous parlons des produits cosmétiques adultes et des produits ménagers. Donc, les contenants alimentaires bébés, les tétines et les sucettes et les jouets. Donc, ici, nous n'avons que du plastique et nous expliquons la problématique main-bouche chez les enfants et la possibilité de se contaminer par la succion de jouets en plastique.
Voilà à quoi ressemblent nos ateliers. Donc, nous avons formé plusieurs centaines de parents depuis 2018. Et comme je vous le disais, nous sommes 14 animateurs, car il y a au sein de notre établissement, mais des établissements périphériques. Nous avons 2 hôpitaux avec des centres périnataux de proximité, et bien qu'ils sont à 40 km en moyenne de notre hôpital, nous avons ces actions d'atelier nesting à l'intérieur de ces différents satellites de l'hôpital. Et pour aller sur les satellites, bien sûr, la chambre pédagogique n'a pas été refaite, mais par contre, bien sûr, nous avons fait une maquette. Comme ça, nous emmenons la maquette avec nous et nous pouvons échanger pour donner des exemples de bonnes pratiques pour les parents dans la chambre. Et nous avons fait un livret d'animation. Donc, nous avons au sein de notre établissement travaillé sur les contenants alimentaires. Les contenants pour le petit déjeuner ont été modifiés et nous sommes maintenant avec de la porcelaine ou de l'inox. Le conditionnement des aliments aussi a été modifié et nous avions des petites portions en vrac, maintenant en individuel, pardon, et nous sommes passés au vrac pour la confiture et les céréales. Les jus de fruits utilisés, nous avons mené 2 actions. Tout d'abord, que des contenants en verre et des produits locaux et de saison en agriculture raisonnée. Je vous ai mis des liens dans le diaporama où vous pourrez visualiser des reportages qui ont été faits sur nos actions. Voilà ce que cela donne, de la confiture en vrac. Voilà le petit déjeuner au centre. Donc, très peu de plastique. Il reste à travailler sur les pots de yaourt en plastique. Donc, les fruits sont en vrac. Voilà, le pain dans du contenant identique. Les mamans, jusqu'à avant le Covid, pouvaient venir manger dans notre salon des parents. Maintenant, ils viennent se servir sur un mode self, toujours de la même manière comme on le voit ici, mais elles mangent dans leur chambre. Voilà, donc c'est toujours le même principe de self. Le repas de midi, donc nous avons de la chance car nous avons toujours eu et nous n'avons pas changé les carafes, nous donnons de l'eau du robinet dans des carafes en verre. Les plats sont en porcelaine, il reste la cloche plastique, mais vu que c'est fabriqué dans la centrale de repas, nous ne pouvons pas déroger au transport avec un chapeau par-dessus. Il reste à travailler, donc comme vous le voyez, là on a une barquette plastique, mais c'est un produit froid. Par contre, vous le voyez bien, il y a une sauce huileuse puisque c'est une sauce salade avec ce produit froid et on sait que le plastique migre plus avec les corps gras. Nous avons depuis 2018 travaillé sur le nettoyage et la désinfection des couveuses pour les bébés et des tables radiantes en salle de naissance et des berceaux en maternité. Et nous travaillons maintenant avec un Sanivap, qui est un appareil qui est de la vapeur, fournit de la vapeur, et nous n'utilisons plus de produits chimiques pour le nettoyage de ces couveuses. La première alerte que nous avons eue est le fait que nous trempions les capots de couveuse dans un bain de produits désinfectants. Ce produit désinfectant a opacifié les capots de couveuse, ils devenaient plus transparents. On ne voyait pas bien le bébé à travers le capot. Et donc, on s'est dit que si le plastique changeait, l'atmosphère à l'intérieur de la couveuse ne devait pas être très bon parce qu'une couveuse est chauffée à 37 degrés en général. Donc, nous avons eu cette première réflexion, c'est ce qui nous a amené à l'utilisation de la vapeur. Et maintenant, donc, il n'y a plus de produits chimiques dans l'enceinte de la couveuse du bébé. Alors, pour l'environnement de la maman, le lavage, nettoyage des sols, nous avions un balai de ce style avec des bandeaux imprégnés d'huile chimique, bien évidemment. Nous sommes passés à d'autres systèmes de ménage qui nous mettent un bandeau électrostatique, une microfibre, il n'y a plus de produits chimiques. Et pour la microfibre nettoie le sol.
enlève tous les produits sur la saleté à l'intérieur, sur le sol, et ensuite on passe une autre microfibre avec simplement de l'eau pour nettoyer en finale le sol. Mais ça n'est qu'un aspect visuel mouillé qui donne aux parents le sentiment que c'est lavé, mais en fait le plus gros travail a été fait par l'autre microfibre avant. Nous utilisons ces bandeaux et nous les lavons dans le service de maternité. Nous ne les envoyons pas à la blanchisserie, vers les tunnels de lavage, car il y a un risque de contamination élevé. Nous en avons parlé tout à l'heure du DHEP chez les prématurés, en lien avec leur exposition à toutes les sondes gastriques, perfusions, diverses et variées. En néonatologie, un enfant un bébé prématuré est 10 à 100 fois plus exposé qu'un adulte ou un enfant de 7 à 8 ans. Donc, nous avons avec notre pharmacien, Madame Levadou, et un interne, Monsieur Boucher, travaillé sur cette présence de DEHP dans les dispositifs médicaux en obstétrique et en néonatologie. Nous avons 274 dispositifs médicaux répertoriés. Nous avons aussi travaillé sur le taux résiduel d'oxyde d'éthylène, qui est aussi un polluant cancérigène. Et donc, nous avons rajouté ces critères d'achat avec la nécessité absolue de préciser la présence de ces deux catégories de produits dans les dispositifs médicaux à des taux inférieurs à la norme recommandée par la France, entre autres, on en a parlé aussi tout à l'heure. Et donc, nous faisons toujours le choix de dispositifs médicaux stériles moins controversés. Donc, je vais passer assez rapidement sur ces diapositives. L'exposition finale, notre objectif final, c'est de diminuer l'exposition au DEHP, donc au phtalate et à l'oxyde d'éthylène des femmes enceintes et des nouveau-nés de notre établissement. Et donc ça, nous l'avons mis dans le cahier des chargeurs des appels d'offres. Et si le laboratoire ne répond pas à nos demandes de concentration masse par masse dans ces dispositifs, eh bien, nous ne les prenons pas. Nous avons travaillé aussi sur la cosmétique. Et donc, cette cosmétique, nous avions, au sein de la maternité avant 2018, tous les échantillons possibles et imaginables de produits cosmétiques des laboratoires divers et variés connus en France. Et nous avions en plus une boîte qui est dite la boîte rose, qui était offerte à la maternité et qui contenait des couches, des produits, là, des lessives, mais aucune n'était avec des critères, comment dirais-je, remarquables en termes de non-impact sur la santé des enfants. Donc, nous avons fait le choix, par exemple, de supprimer tous ces cadeaux que l'on faisait aux femmes. Elles ne se plaignent pas, parce que, comme disait David, les laboratoires savent nous dire que les biberons verts, ben voilà, il y a la taxe carbone, mais ils ne pensent pas effectivement à l'impact des perturbateurs endocriniens dans l'absorption des enfants quand ils prennent du plastique, quand ils boivent du plastique en même temps que leur lait. Eh bien, pour la cosmétique, c'est pareil. Ils nous ont dit que, bon, voilà, ils font de gros efforts, mais aucun n'arrive vraiment à fournir moins de 10 ingrédients avec un label Cosmébio. Et nous en avons trouvé un dans un département voisin, donc qui appartient à notre région. Il est Cosmébio et il n'a que 3 ingrédients. Eh bien, il nous va très bien. Et donc, c'est celui qui est sur tout le pôle femmes et enfants pour les soins aux nouveau-nés et aux enfants. Les soins du cordon, avant, ils étaient faits avec de la biseptine, qui est un anti-désinfectant. Maintenant, ils sont faits au savon doux et rincés à l'eau. C'est tout. Et il n'y a pas plus d'infection au sein des cordons, au niveau des cordons. Nous avons, grâce à tout ce travail fait par tous nos collaborateurs au sein de l'hôpital, les achats, l'environnement, les services techniques, les services, la blanchisserie, la cuisine, nous avons obtenu le label très haute qualité sanitaire, sociétale et environnementale. Nous avons un score de 94% et nous sommes la 2e maternité de France à avoir obtenu ce label.
Mais maintenant, dans notre région, il y en a d'autres qui ont obtenu le label. Nous sommes fiers d'avoir été vecteurs de changement pour les autres aussi. La dernière chose, et on en a vu, si les couches lavables, c'est possible dans une maternité. C'est ce que nous avons fait en Angoulême. Nous ne fournissons plus de couches jetables à la maternité. Nous ne fournissons que des couches lavables. Les parents, s'ils ne sont pas d'accord avec ce principe-là, eh bien, ils ont le droit d'amener leurs couches, mais nous ne les aidons pas à... Nous essayons de leur montrer le bon exemple. C'est ce qui est très important pour nous. En fait, nous avons travaillé avec 2 sociétés, l'association de régie urbaine, qui est là, et ça, c'est une société locale, je vais vous en parler, et la société AMAC, qui est un autre fournisseur par Internet, nous l'avons eu. Ma grand-mère disait qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, pardon. Donc, ce partenariat avec l'atelier de régie urbaine date de 2018 jusqu'à 2021. Nous avons travaillé sur des prototypes parce qu'ils faisaient de la grande couche pour les enfants de 3-4 ans, enfin de 2-3 ans, pardon, excusez-moi, mais pas pour les nouveau-nés, ni pour les prématurés. Donc, on a commencé avec le service de néonatologie, mais nous avons eu un souci, c'est que le bébé prématuré est tout petit et la couche est trop grosse pour son volume à lui en termes de hanches et de cuisses. Et donc, ça n'était pas bon au niveau de l'abduction des hanches et nous avons dû basculer uniquement sur la maternité. Nous avons utilisé des couches moins chlorées ou pas chlorées du tout et un peu plus biodégradables, fabriquées en France pour les prématurés, pour les tout petits poids. Voilà, donc cet atelier, il est assez remarquable, car toutes les personnes que vous voyez là sont des personnes en réinsertion sociale. Ce sont des personnes qui n'avaient plus de travail, qui ne savaient pas comment s'insérer au niveau sociétal. Et donc, cette association embauche les a embauchés. Il y avait des couturiers à l'intérieur, et c'est eux qui, pendant 2 ans, ont travaillé sur un prototype qui a pu être mis en place en mai 2021. Donc, on leur dit merci à toute cette équipe qui, malgré nos retours réguliers, parce que ça ne nous convenait pas, j'avais fait une erreur. Par exemple, j'avais demandé à ce que les couches soient blanches comme hôpital. Voilà, c'était un vieux concept, je crois. Et on fait les selles, le méconium, la première selle du bébé qui sont très noires, tacher les couches, et les parents ne voulaient plus les utiliser. Donc, ils les ont teints avec des teintures naturelles pour pouvoir répondre à notre attente de ne plus vouloir du blanc, mais de la couleur. Donc, ils font ces couches-là, puis vous voyez là, ce concept-là de couche fait que les parents peuvent acheter, louer, il y a 2 possibilités, et les inserts sont fournis aussi. Et les couches, vous voyez, il y a des petites pressions, ce qui fait qu'elles sont évolutives par rapport à l'âge de l'enfant et à sa taille. Donc, ce qui crée un coût moindre pour les parents. Et nous avons la chance, quand même aussi sur la Charente, d'avoir l'agglomération d'Angoulême qui ne souhaitait pas qu'on continue trop à promouvoir les couches jetables, donc qui donne une subvention aux parents qui passent au lavable. Les crèches travaillent beaucoup sur cette alternative avec les couches en tissu. Donc, on a un consensus local pour aider les parents à changer de pratique. Au début, en mai 2021, 3 mois, 4 mois après, nous étions à 25% seulement de taux d'utilisation des couches. 1 an après, nous sommes à 50%. J'espère pouvoir vous dire dans 1 an encore qu'il n'y a plus de parents qui viennent avec des couches. Les autres actions du service du pôle, des autres services du pôle femmes-mères-enfants, néonat et pédiatrie. Alors, la pédiatrie, il y a diverses choses. Ici, nous avons, pour éviter le traumatisme visuel de la perfusion chez un enfant hospitalisé en pédiatrie, les agents de l'équipe ont créé des caches perfusion. On préférait que dessous, la perfusion soit en verre, et elle est toujours en plastique pour l'instant.
les perfusions en verre, pour l'instant en France, c'est un peu difficile. Espérons que là encore, l'exemple espagnol nous amène à changer notre pratique. Ici, c'est une petite attelle pour tenir les perfusions sur la main de l'enfant. Et avant, nous mettions du sparadrap, du scotch, des pansements plastifiés. Maintenant, nous utilisons ces petites attelles que l'équipe a fabriquées. Il y a eu aussi une très belle dynamique de la biberonnerie, car nous avons une biberonnerie qui prépare les repas des enfants. Donc, nous avions un baby cook. Alors, excusez-moi, je n'ai pas caché la marque, excusez-moi. Il était en plastique exclusivement. Donc, on cuisait les légumes et la viande dans cette partie-là qui était plastique. Et en fait, un agent de l'équipe a dit, mais Dominique, c'est du plastique, c'est pas très bon pour les enfants. J'ai dit, oui, trouve-moi une alternative. Elle a trouvé le baby cook, cuve en verre, et à l'intérieur, les accessoires sont en inox, ce qui fait que les préparations pour les enfants hospitalisés en pédiatrie ne rémanent plus de plastique au moins. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir une équipe qui était force de proposition. Il reste, vous avez vu les plateaux repas de tout à l'heure, c'est le même principe à l'heure actuelle. Il est dénoncé aussi par l'équipe. Donc, nous avons près de nous, en Limousin, le département d'à côté, la porcelaine de Limoges. Donc, c'est quelque chose, c'est un produit qui est très renommé en France. Et donc, les crèches de cette zone-là, de cette ville, ont travaillé sur le fait d'enlever les plateaux des enfants en plastique et les petites barquettes que l'on mettait en plastique aussi sur ces plateaux pour avoir une barquette avec des petits compartiments pour mettre les aliments de l'enfant et avoir des rations appropriées à l'enfant. Donc ça, c'est notre prochain challenge, servir les enfants dans des assiettes compartimentées en porcelaine. Donc, la néonatologie ne reste pas derrière. Elle aussi fabrique des sorties de bain avec des tissus Ecotex fournis par le département de la Charente. On a trouvé un partenaire qui nous fournit du tissu. Et l'équipe fabrique ces sorties de bain. On n'utilise plus de coton. On utilise des petites lingettes en coton, en microfibre ou en éponge, pardon, excusez-moi pour le mot. Et même sur les chutes, eh bien, elles font des petites protèges carnets de santé pour leurs bébés qui sortent de néonatologie. Donc, je vais conclure très bientôt. Le monde animal et le monde humain, c'est le même combat. Moi, j'avoue que ce qui nous a déterminés, c'est les premières, quand j'ai été formée Nesting, puis au DU Santé Environnement, en fait, nous ont montré cette chute catastrophique de la spermatogénèse. Et donc, je me suis posé la question, pour avoir eu moi-même un parcours FIV, eh bien, si tout le monde devait partir sur une procréation médicalement assistée, ce serait quand même très problématique. Parce que quand on met un spermatozoïde et un ovule en contact direct, c'est une chance d'avoir une grossesse, certes, mais c'est aussi un appauvrissement de l'espèce humaine, puisque la combativité du spermatozoïde grimpant à l'intérieur de l'utérus et gagnant la victoire est une sorte de garantie de sa vivacité et donc sa garantie pour la suite d'être un enfant qui a un capital génétique adapté, je dirais. Il y a donc là une dernière recommandation dont je vous ai mis le lien, qui est paru le 15 novembre et qui montre l'impact de la fertilité. Vous voyez, il y avait ici sur certaines zones, il y avait des questionnements. Maintenant, il n'y en a plus. La baisse de la fertilité, c'est mondial. Donc, des questions majeures se posent à moi et ont déclenché ma combativité, je dirais, et mon dynamisme vis-à-vis de mes équipes pour pouvoir faire avancer des actions exemplaires au sein de notre service, de notre pôle. Eh bien, c'est le devenir des générations futures.
le devenir de l'humain tout court, et comme je suis sage-femme, sans grossesse, sans enfant, je n'ai pas de lieu d'exister, donc je serais quand même très embêtée que d'avoir aussi une profession qui disparaît. Et donc je suis confiante dans la nature et dans la capacité à l'humain de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de changer ses comportements. Et donc je suis forcément confiante dans les équipes médicales, paramédicales dans nos établissements pour se saisir du problème et faire changer les choses. Et je vous remercie de votre patience aussi. Je suis vraiment contente qu'on ait pu écouter votre présentation. Merci d'être resté malgré tout. Et merci à ceux qui ont fait un excellent travail. Je vous suis vraiment très reconnaissante. Je suis très heureuse de voir la manière dont Dominique est inspirée par le travail de David, etc. Et donc voilà, je vais terminer maintenant cette conférence. Merci infiniment, merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.